que retiennent les Congolais du séjour du roi de Belgique en RDC? Le roi, après Kinshasa, il s'est en allé à Lubumbashi où il a échangé avec des étudiants. Ensuite, il est passé à l'est de la République démocratique du Congo où il a rencontré le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de son séjour en RDC? On parlera également d'un accord signé entre les deux parlements, entre autres le Parlement congolais et le Parlement belge. Qu'est-il va-t-il ressortir justement de cet accord? Et puis la tension entre la RDC et le Rwanda, parce que ça continue jusqu'aujourd'hui. Les deux armées continuent à s'affronter, justement, le Rwanda derrière le M23 et puis l'armée congolaise, notamment les FRDC. On parlera aussi de la loi électorale. Qu'en est-il après des tensions entre l'opposition et la majorité? Je parlerai de l'Union sacrée. Qu'en est-il? Parce que nous avons suivi qu'il y a une pétition qui est en gestation contre cette loi électorale, justement par la population congolaise. Qu'en est-il? On parlera également de l'arrivée du pape qui est reporté, mais après avoir se mettre justement au travail pour l'accueillir. Juste après ceci, nous vous revenons pour en parler. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné justement d'un président de parti politique UNANA, Willy Michiki. Il est également allié de AFDCA de Modeste Bati, à qui je salue. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, malgré que les pays à l'Est, ça ne va pas du tout, mais on a le moral aux élites. Ok. Alors, vous suivez justement de très près. J'aimerais qu'on commence par le pape, justement. Le pape devait arriver à Kinshasa. Vous avez vu l'organisation qui a été mobilisée justement par tous les Congolais. La messe se serait tenue s'il venait justement à Ndolo. Mais là, le pape a un problème au genou et qui ne pourra plus venir en RDC, moins encore au Soudan. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Oui, c'était une très mauvaise nouvelle, puisque nous étions tous mobilisés. Je dis bien, je précise, je ne suis pas catholique, mais j'étais très mobilisé pour accueillir le pape. Puisque pour nous, le pape, c'est d'abord un chef d'État, qui est chef d'État comme souverain pontife du Vatican, c'est un chef d'État. Et aussi, ce pape a une particularité par rapport à ses prédécesseurs. C'est quelqu'un qui s'est impliqué personnellement dans la paix en RDC. Il a reçu plusieurs leaders, nous tous, quoi qu'on ne soit pas catholique, il nous a reçus. Et en particulier, il a reçu le chef de l'État, il a reçu le président du Sénat, plusieurs fois d'ailleurs, et il est resté en contact avec certains leaders politiques, même des députés, Arrête Ouamon et consorts, tous. Le pape, moi je dis, c'était un Congolais, c'était un ami du Congo. Et pour moi, sa visite en RDC était une opportunité pour réconcilier les Congolais avec lui-même. Quand vous voyez, moi je suis de Goma. Je vous dis, depuis 2 mois à Goma, nous préparons, nous tous, catholiques, protestants, musulmans, orthodoxes, Zambé Malam, toutes les confessions religieuses étaient mobilisées comme un seul homme. Et moi je me dis, pour accueillir ce pape. Vous êtes déçu, le fait qu'il ne vienne plus, vous êtes déçu ou vous... Bien sûr, nous sommes déçus parce que nous avons voulu qu'il vienne à ce moment particulier, lorsque la partie orientale de la République est confrontée à des incursions étrangères, à des tueries, une déstabilisation. Nous avons voulu que le pape vienne tenir une messe dans cette région pour bénir ce peuple, pour nous appeler les uns et les autres à pouvoir mettre de côté tout ce qui nous divise et privilégier ce qui nous unit. Donc c'est un rendez-vous manqué, mais nous sommes convaincus, comme il a dit d'ailleurs lui-même, qu'il n'a pas annulé le voyage, il n'a qu'à reporter et que nous continuons à prier pour lui, pour qu'il puisse recouvrer sa santé et réaliser ses rêves. Pour lui, il a dit, j'ai aimé, parce que le pape l'a dit lui-même, et ça c'est important, il n'a pas utilisé
le porte-parole du Vatican. C'est lui-même, à travers une messe au Vatican, qu'il a dit que vraiment, je tenais à ce voyage. Et il a demandé pardon. Ça veut dire qu'il porte à cœur la RDC. C'était sentimental. Et l'Afrique de façon générale. Pas l'Afrique, le Congo et le Sud-Soudan. Et quand vous voyez, ces deux pays ont des particularités. Nous sommes des pays qui connaissent beaucoup de problèmes. Alors que nous avons une grande communauté catholique. Mais ce qui est curieux, et ça ne se fait pas ailleurs, c'est que ce ne sont pas seulement les catholiques qui attendaient le pape. C'est pratiquement toutes les confessions religieuses. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, il ne faudrait pas attendre que le pape François soit décédé pour ériger un monument à sa mémoire, que nous pensions déjà aujourd'hui. Cet homme-là, cet ami de la RDC, a érigé un monument à sa mémoire. Moi, je ne suis pas catholique, mais je suis défenseur de cette idée-là. D'accord. Alors on va prendre l'accord signé entre le Parlement congolais et le Parlement belge. Vous y étiez justement en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le Parlement congolais et le Parlement belge? Qu'est-ce stipule l'accord signé entre les deux parlements? Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de cet accord? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a de nouveautés. C'est-à-dire qu'on parle très peu de la vision Fachi. En fait, beaucoup de réalisations du président Tshisekedi sont des réalisations immatérielles, que les gens ne voient pas. Plutôt, on ne voit que les dividendes. Comment ça, immatériel? Immatériel, puisque le président Fachi a réussi une chose que ses prédécesseurs n'ont pas réussi, c'est de ramener la RDC au concert des nations. Aujourd'hui, notre pays est respecté. Donc, les voyages que le président a effectués à l'étranger ont été payants. Lorsqu'un roi, c'est la première fois dans l'histoire de la Belgique, moi j'ai vécu en Belgique, que les rois se déplacent avec les chefs du gouvernement, les premiers ministres. Et les rois ne se déplacent pas comment? Et les rois n'a jamais fait plus de 3 jours, je vous dis, dans un pays. Il vient de faire une semaine. Et il a été presque partout. Et le roi a dit souvent, même quand les rois voyagent, ils ne parlent pas. Parce que les rois règnent mais ne gouvernent pas. Alors il a l'obligation de réserve. Oui. Lorsqu'il parle de regrets, ce n'est pas lui qui doit demander le pardon, non. C'est le gouvernement et ceux qui ne le savent pas, le Sénat belge, qui avait institué une commission d'assassinat sur Lumumba, avait déjà demandé pardon. Ah d'accord. Oui, le Sénat belge. C'est depuis quand? Parce que les Congolais ne sont pas au courant. Justement, je vous dis que le Sénat, à travers une audience publique, le Sénat avait demandé pardon et avait accepté de procéder à la réparation. C'est ça l'accord qui a été signé entre Non. Justement, l'accord qui a été signé, ce sont des dividendes. Parce que lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on dit on va réparer, on ne va pas prendre 60 milliards comme il y a des Congolais qui croyaient qu'on va prendre 60 milliards de dollars de réparation, les déposer à la Banque centrale du Congo. Non. C'est à travers des projets d'investissement. C'est à travers l'accord. La Belgique a donné 450 millions. Ça, c'est rien. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le carburant que les rois nous a donné. Vous allez voir les ministres et PDG, ils vous disent, ah, Excellence, Zoa carburant. Prenez le carburant. Ça, c'est le carburant. Mais les projets, au moment où nous parlons, par exemple, il y a une forte délégation, une mission économique belge qui arrive ici au mois de juillet. Probablement, ça sera du 19 au 20 juillet, pour venir investir ici. Et quand les Belges arrivent... Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement dans la pratique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Généralement, c'est nous, Congolais, qui devons amener des projets. Et ils viennent avec des capitaux frais. Et ils viennent avec des capitaux frais. Puisque le roi a déjà ouvert les vannes, ils disent, allez-y, nous vous donnons des garanties. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas ici chez nous? C'est puisque le pays était devenu infréquentable. Et quand un investisseur qui vient ici avec 100, 20, 200, 300 millions de dollars pour investir, il doit avoir des assurances. L'État belge aujourd'hui a donné des assurances pour dire que tout investissement en RDC, nous portons garant. Si vous avez des problèmes, nous, État belge, nous allons vous couvrir. C'est ça l'assurance dont les opérateurs économiques avaient besoin. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les Chinois, les Indiens viennent, puisque chez eux, bon, il n'y a pas de problème, tout le monde vient. Mais les pays organisés, et en particulier les Occidentaux, ont besoin de la bénédiction de leur pays. Vous avez vu les Américains, l'ambassadeur Amer a dit ici plusieurs fois que les Américains allaient venir, mais les gouvernements américains... Mais ils ne viennent pas jusqu'aujourd'hui. Justement. On les attend, justement, je vous dis, puisque les gouvernements américains n'ont jamais donné
le fait vert, ne s'est jamais porté garant. Pourquoi? Justement, puisqu'il n'y a pas eu un lobbying fort. Aujourd'hui, les visites que le chef de l'État a organisées en Europe ont payé. Et le roi s'est déplacé lui-même. Et vous savez bien que la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Et lorsque on veut décider sur la RDC, c'est la Belgique qui est consultée. Donc aujourd'hui, nous avons un porte-parole, nous avons un parent. C'est pourquoi il a parlé. Enterrons le passé. Tournons les regards vers l'avenir. Reconstruisons nos relations. Puisque quand je vois aujourd'hui, c'est que les Marocains, Algériens, Tunisiens reçoivent de la Belgique. Vous son discours, vous ne pensez pas que c'est un discours hypocrite? Non, pas du tout. Je crois que le roi Philippe a été sincère. Plus que même sincère. Vous savez, moi j'ai eu la chance de connaître le roi avant qu'il ne devienne roi. En fait, il y a un ami, lorsqu'il était prince héritier. J'ai un ami que vous connaissez certainement, Bertin Mapaka, qui je salue en passant, là où il est maintenant en Jordanie, en vacances et parlementaires. Bertin était sénateur. Et au Sénat, Bertin Mapaka, notre compatriote, était voisin au roi Philippe. Et un jour, j'étais de passage à Bruxelles. Bertin m'a invité au lunch à manger. Et le roi était là. Il a dit, je vais aussi rencontrer le prince de Walikale. Et on a mangé ensemble avec le roi. Et plus tard, Mathilde est venue, qui n'était pas encore princesse, est venue les récupérer. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et on a gardé des très bonnes... C'est pour vous êtes vu ici? Hein? Vous êtes vu? Oui, justement, je l'ai vu le matin avant qu'il ne parte à Bruxelles au petit déjeuner à l'hôtel Pullman. Donc, le roi, c'est un ami du Congo. Et les rois, comme ceux qui ne le savent pas d'abord, ça c'est d'ailleurs significatif, puisque les rois, c'est le symbole. Vous savez, en Belgique, il y a 3 communautés. Il y a les Wallons, les Flamands et les Germanophones. Et les rois, ici, ne même pas belges de souche. Le roi est venu d'ailleurs. Il a des liens avec la famille royale de l'Angleterre, avec l'Allemagne et la famille royale de la Hollande. Donc c'est quelqu'un qui est venu comme ça. Et c'est ça aussi. Et le roi Philippe particulièrement, il a de l'affection pour le Congo. Puisqu'il s'est dit, c'est un admirateur de son arrière-grand-père, le roi Léopold II, qui, même s'il y a eu ce qu'il y a eu, l'esclavagisme, dans la conception du roi Léopold II, c'était une propriété qu'il devait développer. Mais lorsqu'il a contracté beaucoup de dettes... Il n'a pas pu. Justement, lorsqu'il a contracté, parce qu'il développait une propriété comme l'État indépendant du Congo, n'était pas facile. Lorsqu'il a constaté qu'il avait contracté beaucoup de dettes, en 1908, une année avant sa mort, il a cédé ça en Belgique. Il dit non, comme ça vous pouvez récupérer. Ce qui est correct, il pouvait garder ça comme une propriété privée. Après avoir constaté son incapacité de développer la RDC, et il cède le Congo, finalement c'est la Belgique qui n'a rien foutu également, parce que vous savez dans quel état vous avez hérité ce pays, je parle de vous, en tant que Congolais, vous avez hérité ce pays de main de Belge, et pratiquement c'est un pays vide. Mais vous essayez de moi personnellement, Désiré, je ne partage pas cet avis-là. Vous savez, il faut être honnête. En 60, vous pensez qu'ils ont apporté quelque chose de positif? Beaucoup. Puisque nous avons reculé même. Notre niveau de développement économique en 60 équivalait celui du Canada, celui de la Corée du Nord. Les Sud-Africains que nous rêvons aujourd'hui venaient ici pour se faire soigner. Les Européens venaient ici étudier, ici à l'Ovanium. Alors, quand vous me dites qu'il n'a rien fait, moi je dis non quand même, non. C'est vrai que... Mais vous pensez que ce sont des Congolais qui n'ont pas bien hérité? C'est les Congolais qui n'ont pas géré cet héritage. C'est un bon héritage. Aujourd'hui, on aurait le même niveau de développement que certains pays européens aujourd'hui. Mais c'est pourquoi j'ai dit, même les masques, là, tout ce qu'on nous amène, les œuvres, les chefs-d'œuvre, est-ce que nous serons en mesure de les utiliser comme... Quand je vois ce qui s'est passé en Congo, justement, parce que ça, c'est un trésor. Nous avons un musée national. Justement, dans lequel on peut garder avoir un musée national, c'est une chose, mais les gérer et les protéger, c'est autre chose. Vous avez vu en Ngungu, la veuve Anne Gizenga. Il a eu un musée, il y a eu plusieurs fois, même festival de Ngungu, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais on a payé ces musées-là. Il y avait du trésor là-bas. Est-ce qu'on ne va pas connaître la même chose ici?
Puisque un musée doit se protéger. Puisque les musées, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui dépensent des millions de dollars pour aller en Belgique au musée de Tervuren, voir les œuvres. Et moi, j'étais honoré, j'ai même dit au roi, que le masque qu'il a amené, le Mukungu, c'est le masque de Walika, le Nyanga. C'est le masque de chez moi, de Nyanga. Oh, oui, de Walikale. De Wali, Mukungu signifie sage, sage qui signifie un vieil homme, un vieillard. Donc j'étais vraiment flatté. Et ce masque-là vaut aujourd'hui. Ça porte quel message, ce masque? Non, c'était. Donc chez nous, par exemple, c'est la sagesse. Ce masque-là, c'est la sagesse. C'est l'amour. C'est le partage. C'est ça, les Mukungu. Mukungu, c'est la sagesse. C'est un homme vieux qui est là pour la communauté. Et lorsque je vis que c'est les Mukungu, il y a des milliers de masques, il n'a choisi que le masque de ce moi. J'ai dit, c'est un clin d'œil peut-être que le roi a fait à ma communauté et à moi en tant que chef coutumier de cette communauté-là. Donc, mais c'est moi, ces masques-là, les Mukungu, vaut plus de 5 millions. Sa valeur, c'est plus de 5 millions d'euros. Alors, moi, je me demande, il faut faire attention. Les criminels peuvent s'organiser, venir même casser les musées et les voler et aller les revendre, puisqu'il y a aujourd'hui des collections. C'est ça que j'ai dit. Ce qu'on a connu en Ngungu, il y avait la sécurité. Mais le musée de Ngungu a été pillé. Il faut éviter qu'il faudrait que... C'est pourquoi moi j'ai dit, quand on a ça, on n'a même pas besoin de vendre. Ça va attirer du tourisme. C'est nous de savoir maintenant vendre ces musées-là. C'est pourquoi je propose qu'il y ait même la formation de gestionnaires de ces œuvres d'art, de musées, en Belgique par exemple, pour qu'on explique comment on gère ça. Et ça doit travailler avec le ministère du Tourisme, puisque ça va attirer beaucoup de visiteurs qui viendront tellement visiter ça, parce que c'est dans l'histoire même. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de cet accord entre le Parlement congolais et le Parlement belge? D'abord, en gros, le président du Sénat, que je félicite en passant, il a compris que les députés ont un devoir de redevabilité envers leurs électeurs. Et que la diplomatie ne sera plus quelque chose qui va être le monopole de l'exécutif. Il faut que les parlementaires aussi s'impliquent. C'est comme ça que l'accord est signé en Belgique entre le président du Sénat congolais et la présidente de la Chambre des représentants belges, Madame Lel Elie, qui nous a offert un très bon déjeuner que je salue en passant, une dame charmante, intelligente, consiste à la formation et renforcement des capacités des parlementaires et personnels du Parlement. Mais ça ne se limite pas seulement au Parlement, ça va même jusqu'au niveau des organes délibérants. Donc, vous savez, la plupart des assemblées provinciales, compte tenu de la mauvaise préparation des décentralisations, on a créé des assemblées qui n'ont même pas où s'abriter. Je connais même dans certaines provinces où les assemblées louent des hôtels pour se réunir. Il y a même d'autres qui se réunissent dans des écoles publiques. Même ici à Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas ses propres bâtiments à la capitale même. Alors en province, c'est quoi? À Goma, chez moi, c'est la même chose. Donc à travers cet accord ici, il y aura aussi des infrastructures qui seront construites pour que les assemblées délibérantes puissent avoir des abris dignes de ces noms-là. Et les députés, les sénateurs, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial, vont bénéficier de la formation, ainsi que les personnels techniques et administratifs de ces organes délibérants. Donc, c'est une innovation, c'est ça ce que je disais, la réparation. Et là, c'est la vision du Fachi. Ce sont des retombées de la réparation. Tout à fait, ce sont des retombées de la réparation. C'est pourquoi j'ai dit que c'est à nous maintenant de venir avec des projets. Ça c'était une imagination du président du Sénat, évidemment avec l'ensemble de son équipe, puisqu'il y avait une forte délégation de sénateurs qui l'accompagnaient, qui ont imaginé ça, et ça a marché. Maintenant, il faudrait que dans d'autres secteurs aussi, par exemple aujourd'hui, la Belgique est premier en Europe dans la formation professionnelle. Vous savez, l'économie belge est basée à 60% sur les petites et moyennes entreprises. Pourquoi on ne peut pas, nous ici, nous inspirer de cette expérience? Nous avons un ministère de la formation professionnelle. Justement, maintenant, est-ce que ce ministère-là pourrait, par exemple, profiter? Ça ne fonctionne pas normalement? Oui, justement parce que nous devons bénéficier de l'accompagnement de la Belgique, qui a une longue expérience. Je prends, par exemple, en Flandre, Vorming Institute. Ça forme presque 60% des entrepreneurs belges sont issus de cette école-là,
Warming Institute, qui forment. Donc, quand quelqu'un est formé comme professionnel, vous quittez l'école, vous créez votre entreprise. Et quand vous créez votre entreprise, vous créez des emplois automatiquement. C'est pourquoi ici au Congo, par exemple, trouver des bons cordonniers. Moi, j'ai des difficultés pour avoir un bon... Ce sont des bricoleurs la plupart. Trouver un bon couturier, un bon menuisier, c'est rare. Oh, ces gens-là doivent être formés. Et il faut que les Congolais se rendent à Belgique pour apprendre. Non, c'est-à-dire qu'il y aura même des Belges qui viendront ici pour nous accompagner. Je dis, c'est un exemple, c'est un secteur que moi je cible, par exemple, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie en Belgique, que je connais bien. Je dis, c'est à nous d'amener des projets. Les Belges sont maintenant ouverts, les vannes sont ouvertes. Le roi a donné le feu vert, le Premier ministre aussi l'a dit. C'est à nous maintenant de venir avec des projets pour bénéficier de ce que nous pouvons avoir comme connaissance. Voilà. Alors, nous allons prendre un autre sujet, justement, c'est la tension entre la RDC et le Rwanda. Vous êtes de l'Est, justement. Précisément, vous êtes leader de Goma, vous êtes également chef coutumier dans cette partie du pays. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, et que le Rwanda s'est décidé de faire la guerre à la RDC, comme l'a dit le président Paul Kagame, est-ce que vous pensez que nous serons capables, je parle de la RDC, sera capable de faire cette guerre et la remporter? D'abord, il faut dire une chose, que la vraie guerre n'est pas gagnée seulement par les militaires. La guerre est gagnée par la population. Or, je constate pour la première fois que les Congolais, quelles que soient leurs divergences politiques, idéologiques, sont tous aujourd'hui, plus que jamais, unis pour tenir tête à cette agression. Et moi, je dis, pour les Rwandais, la guerre est déjà déclarée. Ah, elle est déjà déclarée. Elle est déjà déclarée pour les Rwandais. Mais moi, je dis, nous pouvons mais chez nous, nous traînons encore les pas. Toujours, on croit toujours aux négociations, malheureusement. Mais moi, je dis, nous, ici, nous pouvons aussi faire une autre forme de guerre. Laquelle? La guerre n'est pas seulement militaire. Vous savez qu'un pays enclavé comme le Rwanda, il est très fragile. On peut lui faire une guerre économique. Vous savez aujourd'hui combien de véhicules, de camions qui passent, utilisent le Rwanda comme transit. Le Rwanda est un peu plus avancé économiquement que la RDC. Comment lui faire la guerre économique alors que c'est un pays qui est plus avancé économiquement que la RDC? Justement, le Rwanda est organisé économiquement mieux que la RDC. Nous devons les reconnaître. Mais nous pouvons faire ce qu'on appelle embargo économique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, toutes les marchandises en exportation et en exportation, en importation comme en exportation, via Rwanda, comme transit Rwanda, rapportent des centaines de millions de dollars au Rwanda. Je vais laisser ça par exemple. Il n'y a pas 2 semaines, j'ai un camion qui était à Uvira, qui est venu de la Belgique. Uvira, on ne peut pas atteindre Bukavu pour arriver à Goma. La route est très mauvaise. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent Goma et Bukavu, pour aller à Uvira, ils passent par le Rwanda, par Kamanyola, comme on l'a dit tout le temps. Et ce sont des millions de dollars que nous payons. Ce n'est pas gratuit. Alors, mon camion vide, qu'il n'y a rien, un camion, j'ai payé 382 dollars. C'est pour traverser. Un camion vide. Pour traverser le Rwanda, arriver à Goma, sur une bonne route, j'ai payé 382 dollars. Alors, pour le Rwanda? Pour le Rwanda. Au Rwanda, pour traverser le Rwanda, oui, vous payez. Oh là là. Alors, et à part assurance, à part tout les droits de transit. Et il y en a des centaines comme ça par jour. Wow. Si nous pouvons, déjà, les coûts d'abord. Ça veut dire que le Rwanda exploite la RDC ça, à tous les niveaux. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est l'embargo économique et c'est la... Et si nous faisons ça, les pays voisins qui bénéficieraient maintenant de ces droits de transit, notamment l'Ouganda et la Tanzanie, vont nous appuyer. Moi, j'ai dit ceci, mon frère. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, l'État congolais est responsable. D'ailleurs, ça fait partie des cadeaux empoisonnés. Comment ça, l'État congolais? Que Kabila a offert à M. Tshisekedi. Vous savez, pendant 6 ans... Ça ne date pas de Joseph Kabila, ça date de... Non, les M23, c'est Kabila. Les M23, c'est Kabila et Matata. Matata, Premier ministre, Kabila, président. Ils sont les premiers responsables de la mauvaise gestion de ces problèmes.
Le 12 décembre 2013, j'étais à Nairobi, lorsqu'on a signé le fameux accord de Nairobi. J'étais là comme société civile. J'ai vécu. J'ai protesté même sur place à Nairobi, à l'hôtel intercontinental. J'ai protesté. J'ai dit, comment un mouvement qui a été défait peut avoir un accord jeté? D'abord, dans cet accord-là, il est dû au préambule, à la signature de l'accord, le M23 est dissous. Et le gouvernement de Kinshasa devrait procéder immédiatement à la démobilisation, intégration et réinsertion des éléments de M23. Intégration dans l'armée congolaise, dans le FARDC. Donc ça, ce n'était pas c'est même un programme, à l'époque c'était DDR. DDR. Ça, c'était dit dans l'accord. Mais quand vous lisez l'accord, je dis, est-ce que les M23 a gagné la guerre ou pas? Moi, je ne me retrouve pas du tout. Et c'est un accord signé en présence de chefs d'État. Qui avantage les M23. De la RDC, du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda. Et or, la Constitution, à son article 215, est claire. Les accords internationaux régulièrement signés ont une supériorité, ont une autorité sur les lois nationales. Donc, nous, la RDC, nous devons l'appliquer, même si ça viole notre Constitution. Tout à fait. C'est la Constitution qui l'a voulu ainsi. Et cet accord, vous savez ce que c'est ça? On parle très peu de cet accord. Cet accord dit ceci. Les provinces du Nord et Sud Kivu devraient être déclarées comme des provinces sinistrées, devraient bénéficier de moyens de l'État pour le développement. On devrait rapprocher les gouvernants aux gouvernés. C'est la balkanisation. Et nous avons signé oui. Donc, Joseph Kabila et Matata Ponyo ont orchestré la balkanisation. Je vous dis que c'est ça l'accord. Que Félix Antoine Tshisekedi subit aujourd'hui les conséquences. Justement. Mais, alors, ils vont même plus loin. Ils disent qu'on doit rapatrier les réfugiés, qu'on ne sait pas combien sont-ils, qui sont éparpillés au Rwanda et en Ouganda. Les amener en RDC. En RDC. Et on devrait procéder à la nomination de ce genre-là de M23 dans les structures gouvernementales. Mais c'est ce qui a été fait. Mais ils sont partout aujourd'hui, dans l'armée, ils sont dans les institutions. Mais justement, l'erreur qu'on a commise, c'est quoi? Ça, c'était même avant. Il faut dire qu'on n'a jamais, malgré toutes les réunions qui se sont passées, on n'a jamais mis en place une commission pour appliquer cet accord-là. Jamais. Depuis 6 ans, Kabila a quitté le pouvoir. Pendant 6 ans, de 2013 à 2018, Kabila était incapable d'appliquer cet accord. 5 ans après, il a laissé les cadeaux empoisonnés à Tshisekedi, qui aujourd'hui... Et qu'est-ce qui agite les prix. Justement, qu'est-ce qui agite aujourd'hui les Rwandais? Il faut savoir, qu'est-ce qui agite les Rwandais? Qu'est-ce qui agite les Rwandais? Les Rwandais est un petit pays. Les Rwandais viennent de contracter... Mais puissant. Puissant, mais petit. Mais le Rwanda n'a pas beaucoup d'espace. Le Rwanda aujourd'hui a fait un deal avec le Royaume-Uni pour avoir l'appui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour amener des expatriés, des réfugiés, des migrants à l'est, pour les amener au Rwanda. Et c'est où? Au Rwanda, c'est justement, maintenant, là où ils devaient les mettre, c'est là où se trouvent les réfugiés congolais, qui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais retourné chez eux. C'est pourquoi vous avez entendu à un moment donné, Kagame avait émis l'idée de construire une ville à Nyiragongo, une ville moderne à Nyiragongo. C'était pour évacuer ces gens-là. Comme il y a eu résistance chez nous, il est bloqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la guerre pour provoquer que ces gens-là viennent par la force. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous sommes à la veille des échéances politiques importantes. La majorité de ces réfugiés sont issus de la communauté Tutsi. Un peu de Hutus, mais la majorité, Tutsi. Les Tutsis aimeraient bien, moi je suis tout à fait d'accord avec eux, que les leurs soient ici, puisque parfois ici chez nous, le vote est communautaire pour bénéficier aussi de leur électorat à la veille des élections. Moi, si j'avais aussi les gens de chez moi, les Nyanga, Hounde, Tembo, Kuso, qui se retrouvaient au Rwanda ou en Ouganda, je ferais tout pour que ces gens-là reviennent. La preuve, je vous dis, moi, pendant les opérations d'enrôlement, par exemple, j'ai amené des jeunes et tout ça, de Goma à 200 km, j'ai loué des camions pour qu'ils viennent se faire enrôler chez moi à Walikale. Okay. C'est comme ça que nous sommes passés de 2 sièges à 3 sièges chez moi.
Donc, moi, je comprendais cette démarche-là. Mais c'est une démarche qui devrait se faire pacifiquement. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous voulons négocier avec les Rwandais, puisque moi, j'ai toujours été partisan que la RDC doit négocier avec les Rwandais. Mais on a négocié, la RDC négocie toujours avec les Rwandais. Nous avons cherché ça ne date pas d'aujourd'hui. À Nairobi, nous avons appelé les supplétifs des Rwandais, le M23. Et moi, j'ai dit, lorsque je vois même la composition de la délégation qu'on a envoyée, j'ai dit, est-ce que le président Tshisekedi a vu cette délégation-là? 80% ne connaissent même pas M23, c'est quoi l'historique? C'était la première fois qu'ils mettaient les pieds. Moi, j'étais dans la salle. Oui, dans la salle, ils connaissent rien. Les envoyés de la RDC. Rien du tout. Alors qu'on a de l'expertise. Moi, je peux vous dire que je connais 90% de dirigeants de M23. Ce sont des enfants de Goma, non, avec mais qui on a vous n'êtes pas associés? Non, c'est moi j'ai dit, nous, on ne nous associe pas. On ne nous associe pas, puisqu'il y a, est-ce qu'on se demande à un moment donné, on veut régler les problèmes. Si un Bertin Bissi, moi, un Runiga me voit, ah, prends, c'est moi, mais il y a même déjà là mes sujets. Il y a même mes sujets à moi qui sont là. Quand ils voient leur Moami venir, ils réfléchissent 2 fois pour être alliés à l'ennemi. Mais on n'a pas joué sur ça. On a pris des étrangers. Déjà, non, on a pris déjà ceux qui ne maîtrisent pas le terrain, ceux qui ne maîtrisent pas le terrain, la majorité de la diaspora et de la présidence. Ce n'est pas le fait qu'on est à la présidence qu'on connaît tout. Les chefs de l'État devraient recourir même à l'expertise de l'opposition. Tout à fait. Si aujourd'hui, comme on a maintenant aujourd'hui une opposition que je peux appeler classique, moderne, responsable, dirigée par l'ancien Premier ministre Mouzito, pourquoi pas Mouzito même pouvait même contribuer pour venir, puisque c'est une question nationale. On ne peut pas se prendre les gens parce qu'ils sont des lions sacrés ou ils sont de tel coin du pays, on les amène là-bas. C'est une question d'État. C'est pourquoi même ces négociations ont capoté. Puisque les gens des M23 sont retrouvés sur des gens qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent même pas la genèse. Ce que je vous explique ici, ils ne connaissent même pas. Puisque pour négocier avec quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Moi, j'ai dit à notre gouvernement de la République, mon frère, entre nous, qu'est-ce qui nous empêche, nous, RDC, de signer un accord de non-agression militaire, de soutien avec la Tanzanie? Si nous avons défait les M23 en 2013, ce n'est pas nous, c'est les forces des Nations Unies, avec les contingents tanzaniens. Des Tanzaniens sont morts. Aujourd'hui, il n'y a pas, la semaine passée, que 3 Tanzaniens ont été blessés au front, puisqu'ils s'attaquaient. Qu'est-ce qui nous empêche, nous? La Tanzanie vient de signer un accord militaire avec l'Ouganda. Le Rwanda vient de signer l'accord militaire avec l'Ouganda. Donc, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, l'Ouganda ne peut jamais être de notre côté quand nous nous affrontons au Rwanda. Il sera du côté du Rwanda. Bien sûr, puisqu'ils ont un accord militaire. Ils ont signé il n'y a pas 2 semaines ici. Et c'est le fils de Kagame, de Museveni, qui est allé négocier ça. Qui a même baissé la tension. Qui fait partie de l'armée aussi. Oui, il est chef d'état-major de l'armée des terres, donc force terrestre. Alors, comment nous pouvons croire aujourd'hui que les Ougandais peuvent être à notre côté? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, à signer un accord militaire, le président était là, avec les Burundais? Puisque les Burundais ne sont pas avec les Rwandais. Les Kenyans nous ont soutenus. Pourquoi ne pas signer un accord militaire de non-agression avec les Kenyans? Puisque nous sommes tous dans East African Community. Les conseils, les sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient pris une décision importante qui consistait à envoyer une force spéciale dans la partie orientale de la République. Cette force spéciale-là, jusqu'aujourd'hui, c'est nous qui traînons. Nous devions accélérer que la force-là soit là, puisqu'elle a comme une seule mission, traquer les groupes armés. Nous n'allions même pas nous inquiéter encore, chercher la MONUSCO ou les FARDC. C'est eux qui devraient le faire. Justement, la MONUSCO a déjà démontré ses faiblesses, ce n'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, je vous dis en passant que les Tanzaniens sont mécontents. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois ici, vous avez vu dernièrement à Kibumba, ce sont les Tanzaniens qui ont violé même les instructions de la MONUSCO pour aller au front, puisqu'ils en ont marre. Mais pourquoi nous ne pouvons pas rapprocher les Tanzaniens? Pourquoi nous ne pouvons pas rapprocher les Burundais, qui sont aussi menacés par qu'on approche les Tanzaniens, les Burundais et mettre de côté la MONUSCO? Faire un accord de pacte de non-agression militaire. Si vous attaquez la RDC, vous attaquez la Tanzanie. Vous attaquez la RDC, vous attaquez les Burundi. L'Ouganda, c'est impossible, parce que l'Ouganda est déjà avec du côté les Rwandais. Quand le Rwanda va signer l'accord militaire avec la Tanzanie,
nous serons maintenant isolés. Et le Burundi, donc nous serons isolés. Donc nous avons un problème dans ces pays de diplomatie. La diplomatie congolaise, je m'excuse, ne fonctionne pas. Comment expliquer qu'un pays qui est hostile comme le Rwanda, où il y a des gens de M23 qui constituent une opposition militaire, je peux dire, depuis plus de 7 ans, depuis qu'Nkulu, l'ambassadeur Nkulu, de l'époque a quitté, on n'a pas d'ambassadeur là-bas. On n'a qu'une dame là, de bonne foi, maman Pembele ou quoi, je l'ai vu là. Des bonnes fois. Donc, elle est de bonne foi, mais elle n'a pas les moyens. Alors vous, on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda depuis plus de 7 ans, mon frère. Et alors que dans les ambassades, c'est là où il y a les flics, il y a l'ANER extérieur, elle n'opère pas. Tout ce qui se mijote aujourd'hui, nous serions au courant. Vous, en tant que membre de l'Union sacrée, vous avez des bonnes relations avec Modeste Bati, qui est le président du Sénat. Vous êtes d'ailleurs en alliance avec son parti. Est-ce que vous avez pris un jour le temps de pouvoir dialoguer avec Modeste Bati Lukwebo, parce qu'il est également de ce coin, comme vous, dialoguer d'abord avec Bati Lukwebo en tant que fils du coin et en tant que président du Sénat. Ensuite, vous apportez vos propositions que vous faites sur ce plateau au chef de l'État. Est-ce que vous avez essayé entamer une démarche pareille? Voilà, je vais vous dire la vérité, mon frère. Vous savez, avec Bati, il n'y a pas de problème. Je parle de tout et de rien avec le président Bati. C'est mon autorité morale. Et lorsque le Sénat a opté pour la diplomatie parlementaire, c'est puisqu'on a constaté qu'il y a un gap au niveau de l'exécutif. Il faut l'été. Le chef de l'État est de bonne foi, mais très mal entouré. Puisque vous savez le problème aujourd'hui, la guerre qui nous est imposée. Est-ce qu'il est au courant qu'il est mal entouré? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que vous lui dites? Moi, j'aimerais que vous lui posiez la question. Surtout, la deuxième rue, c'est la chaîne qui est proche à son parti. Posez-lui la question. C'est important. Moi, je vous dis sincèrement, le chef est très mal entouré. Et moi, j'ai peur, parce que moi, je suis de l'Union sacrée. Je n'aime pas être là où on échoue. Vous savez, la question sécuritaire chez nous est une question, c'est la ligne rouge. Très sensible. Si Kabila a échoué chez nous, avec son poulet Chadari, c'est puisqu'ils ont été incapables de ramener la sécurité dans la partie orientale. Moi, je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à Kabila nous arrive. Mon candidat à moi, c'est Félix Tshisekedi. Alors procédez, allez le rencontrer, dites-lui ça. C'est ce que je dis, nous le faisons. On a l'impression de prêcher dans le désert. Malheureusement, je vous l'ai dit, tout haut. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. On n'est rencontré. pas entendu. Vous avez dit ici, vous ne l'avez jamais rencontré. Comment prêcher dans un désert alors que vous ne l'avez jamais rencontré? Il y a des canaux quand même, il y a des canaux. Moi, je fais partie d'une alliance. Vous pensez que ce sont des canaux efficaces? Non. Ici, déjà, à travers la télévision, plusieurs fois, vous constaterez que tout ce que je disais ici avec vous finissent par se réaliser. Les accords Kabila-Moïse, je n'ai pas parlé de ça. Tout à fait. Il y a presque 2 mois. Et vous avez vu. J'ai parlé encore ici de Monseigneur Mouteba. Il y a 3 mois. Vous avez vu. Très ici. Souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez vous-même. Vous dites je vous dis. Il y a 3 mois, on a parlé ici, non? Alors, donc, tout ce qui se passe là, Dieu nous a donné quelque chose qui est peut-être les autres. Nous pouvons être une vision politique, prophétie politique. L'expérience d'abord du travail et la sagesse. Et quand nous parlons tout haut. Le chef de l'État n'a pas besoin que je vienne, Félix. J'ai son numéro. Je n'ai pas besoin, il me suit. Il a des services il y a des gens qui sont payés pour ça. Ce n'est pas mon travail à moi. Quand nous intervenons ici, les services de renseignement devraient faire rapport au chef de l'État. Son cabinet devrait profiter, parce que s'ils n'ont pas d'expérience, ils peuvent profiter de notre expérience. Pourquoi les gens, moi aussi, je me documente comment? Je fais des recherches. Ça me prend du temps, ça me prend de l'argent. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi faire des recherches? Ou m'approcher, demander, Michel, qu'est-ce que tu veux de ça? Comme aujourd'hui, par exemple, les gens se précipitent de faire Rutshuru. Mais je vous dis, le jour que Goma tombera, ce ne sera pas par Rutshuru ou par Nyiragongo, ça sera par les lacs Kivu. Vous le souhaitez? Non, je ne le souhaite pas, justement, mais j'ai dit, c'est ça le calcul, puisque nous savons, nous sommes de là. Je suis un expert de la question de la région des Grands Lacs. C'est par les lacs qu'on pourra faire tomber Goma. Au moment où nous parlons hier du match à 14, nous avons un réseau. Il y a un bateau rwandais qui était même à Buragula, qui est une île qui est entre nous et les Rwandais, mais du côté du Congo. Un bateau qui est venu là-bas. Les bateaux rwandais? Bien sûr, les bateaux rwandais. Quoi? Transportant quoi? Bon, je ne sais pas le contenu, mais la population m'a appelé pour me dire, non, Excellence, nous voyons un bateau rwandais ici qui vient déposer les gens. Les gens? Les gens, oui, on ne sait pas lesquels.
Les gens, oui. Ça ne sont pas C'est des une militaires. île, c'est une île qui est chez nous. Puisqu'il y a le trafic, d'ailleurs, on devrait arrêter les trafics, puisque au Les niveau services des de Idjwi- renseignement sont au courant. au niveau de- des Idjwi, je ne sais pas puisqu'ils sont payés pour, ils sont censés être au courant. Puisqu'il y a un trafic entre Idjwi et la partie rwandaise. Et ça, parfois, on devait surveiller les lacs, plus même que Nyiragongo et Rutshuru. Les lacs qui vont là. Vous savez, l'histoire, nous allons chercher à apprendre l'histoire des autres. Mais notre propre histoire, nous l'ignorons. Elle est là. Vous savez, quand l'AFDEL est entré à Goma, Mobutu avait mis la DSP, la division spéciale présidentielle, qui était les éléments d'élite à Goma. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pendant qu'ils étaient à l'aéroport de Goma, vers Munigi, ils ont, puisque les Rwandais ont une très bonne armée, une très bonne marine, et ils ont utilisé leurs vedettes pour attaquer les militaires rwandais à Goma. À partir du lac, ils ont des sous-marins qui partent. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la ville de Goma. Donc, la même histoire, moi qui fais Sous des analyses, casquette du peut se M23. répéter. Peut se répéter. Peut se répéter. C'est pourquoi j'ai dit que la menace, Mais ne le souhaitez pas. ne le souhaite pas, mais nous prévenons. Nous prévenons. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut d'abord aujourd'hui que nous puissions accélérer le déploiement de la force spéciale. Et un piège qu'il ne faudrait pas que la RDC tombe dedans. Je préviens encore. Le Rwanda est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, de surcroît, les Rwandais devraient faire partie de cette force spéciale. Je prie notre gouvernement à ne pas réquiser les Rwandais. Mettons les Rwandais devant un fait accompli. Puisque cette force spéciale va s'attaquer aux groupes armés, entre autres, Le mettre au comment M23. Devant Pardon? un fait accompli comment Mettre le Rwanda devant un fait accompli comment Non, si les Rwandais, si nous disons dans la force spéciale des États de l'Afrique de l'Est, nous ne voulons pas la présence du Rwanda, nous aurons joué le jeu de nos ennemis. Ça sera une mauvaise carte. Une mauvaise carte. Il faut mettre les Rwandais dedans. Puisque le commandement ne sera pas rwandais. Le commandement sera Kenya. Déjà, d'après ce que les informations que moi j'ai, sera Kenya. Et lorsque le commandement sera Kenya, cette force-là va s'attaquer au M23 et être placée le long de la frontière avec les Rwandais. Mais moi, j'ai dit, la force-là devrait être aussi placée le long du lac. Ok. Puisque nous avons une frontière lactiste avec les Rwandais qui est poreuse. On ne sait même pas lorsqu'on est au Rwanda ou lorsqu'on est au Congo. Comment ça? Alors, à ce moment-là, oui, puisqu'il n'y a pas une ligne de démarcation Vous n'avez tracée. pas- vous n'avez pas Les de bateaux limite. rwandais Il y a viennent pas de chez nous, limite. nos bateaux viennent de l'autre côté, et vous pouvez avoir un marin qui vous dit non, je croyais que j'étais au Congo. Oh. Oui, je vous dis, oui. Ça, c'est le désordre. Ceux qui font Goma, Bukavu pourraient vous le dire. Hein? Donc, on ne sait même pas la frontière réelle entre nous. C'est comme ça même j'ai déploré l'exploitation de gaz méthane. Depuis plusieurs années, les Rwandais Par le Rwanda. exploitent le La- gaz la méthane RDC n'a de jamais la Kivu. exploité. Nous, on ne fait rien. On ne sait pas où est la limite de réserve rwandaise et réserve angolaise. Puisqu'on tue le gaz. Et quand on rit, c'est une nappe. C'est la même nappe. On ne va pas nous dire que ça, c'est le gaz rwandais. Et ça, c'est malheureux alors qu'on a une entreprise tunisienne, EPPM, qui, depuis plus de presque maintenant, aujourd'hui, 7 ans, qu'elle négocie, elle a tout fait, mais on a beaucoup de bureaucratie, on cherche des pots de vin, on ne veut pas les permettre de pouvoir exploiter ces gaz-là, qui pouvaient non seulement soutenir l'économie nationale, mais aussi nous permettre aussi de jouir quand même de ces gaz-là dont les Rwandais tuent aujourd'hui librement. Alors, nous sommes à la fin de l'émission pratiquement, parce que nous avons consommé tout le temps. Tous les sujets également sont exploités. En dernier mot, adressez-vous au chef de l'État qui vous suit. Si pas en personne, au moins ses services vous suivent. Que doit-on faire exactement pour mettre fin à cette invention rwandaise sur la RDC? Vous, vous êtes expert dans le domaine, aussi le fils du coin. Adressez-vous. Voilà, président Étienne Tshisekedi, je m'adresse à vous, pas Président comme Félix Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi, puisque moi c'est Étienne que j'ai connu, Oui, et Étienne, c'est son lui père. mon mentor, donc Tout il à est fait. toujours dans moi. Ça se comprend. Président Félix, sincèrement, je voudrais parler ici pas comme Igno Sacré, pas comme Willy Micheki, ancien cofondateur de l'UDPS et ancien secrétaire général adjoint
de l'UDPS, je voudrais parler comme expert et notable du Grand Kivu. Président, si vous voulez mettre fin à l'insécurité dans cette partie orientale de la République, il faudrait absolument avoir l'appui de fils et filles de la partie orientale de la République. Moi, j'ai une expérience qui s'est passée chez nous à Walikale. Nous étions envahis par plus de 30 000 éléments de FDLR. Les FDLR, c'est une des meilleures armées de l'Afrique, formée dans les meilleures académies militaires du monde. Pas comme les ADF, là, les djihadistes, les tralala, la akbar. Ce sont de vrais militaires. Mais nous, à Walikale, un territoire de 23 500 km², nous avons débouté ces FDLR seulement puisque nous avons pris en nous. Même les armes qu'on avait, on n'avait rien. C'est pour dire que d'abord, il faut compter sur les autochtones, les populations riveraines. Deux, il ne faudrait pas perdre l'État avec le M23. Négocions avec les Rwandais. Cernons les vraies préoccupations du Rwanda. Nous les connaissons, nous. On les connaît. D'accord. Troisième et dernier, il faudrait surtout renforcer l'autorité de l'État. Là où il y a une sécurité, que ce soit à Ituri, que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, c'est là où il n'y a pas la présence de l'autorité. J'illustre par mon cas de Walikale. 23 500 km², 80% de Walikale. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires. Même pas une autorité politico-administrative. C'est là où les groupes armés s'organisent. C'est la même chose. Dans le Rwenzori là-bas, il n'y a rien. C'est la même chose. Dans les parcs de Virunga, c'est la même chose. À Mungwa, un peu partout. L'absence de l'autorité de l'État est à la base de l'insécurité et des problèmes qui nous menacent aujourd'hui. Merci. Il y a beaucoup de militaires qui traînent ici, des policiers qui ne font rien, qu'on peut amener là-bas pour faire le travail. Videz-nous, Monsieur le Président, les Kakokolo, les Lufungola, les Cécile, les Badiading, tous ces gens-là, amenez-les là-bas pour occuper ces espaces vides. Vous verrez que cette présence-là de l'État va en soi amener la sécurité. Merci à vous, Willy Micheki. Je rappelle que vous êtes président de UNANA et allié de AFDCA. Merci d'être passé. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés sur les antennes des 10e rues télévision. Le journal, c'est dans quelques instants.